Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 4 avril 2025. Nous recevons aujourd'hui Pia. Donc, Pia est une dame d'origine allemande qui est née en 1957 mais qui a vécu essentiellement en Alsace. Elle aura un parcours familial, on va dire, assez banal jusqu'à ses 44 ans, puis elle va être seule, s'occupant aussi d'un fils, on va dire, à problème. Euh, Elle va mener une vie assez banale jusqu'à un moment où, en 2011, elle va rencontrer un monsieur qui est gardien de musée, artiste peintre, il se reconnaîtra, qui est de Marseille. Elle habite en Alsace et donc ils se voient comme ça au moment libre des uns et des autres. Et il se fait que ce monsieur va se révéler être extrêmement jaloux, être surveillant, contrôlant, ce qui va entraîner leur séparation en 2014. Séparation d'un côté, mais pas de l'autre, parce que visiblement l'individu, lui, ne veut pas, comme tous les bons pervers, ne veut pas lâcher prise. Et entre 2014 et 2019, il va surveiller Pia. Et puis, alors là, à partir de 2019, on va avoir déjà du harcèlement de voisinage en Alsace. Puis Pia va se déplacer à Béziers parce que son fils a problème s'y trouve. Et là, elle va se retrouver dans un réseau déjà bien constitué. Et la grande question qui va émailler cet entretien, c'est de savoir comment ce petit monsieur, au fond gardien de musée et artiste peintre à ses œuvres, parviendra à monter contre elle un réseau de destruction parce que le but visiblement est de tuer la victime, lui ne supportant pas la séparation, comment ce petit monsieur va trouver les moyens d'engager des réseaux puissants pour essayer de détruire sa victime tout en la torturant. Voilà quel va être l'enjeu de cet entretien, où on va voir ce type seul se brancher sur des réseaux dont la nature est habituelle, bien que nous n'ayons pas de preuves, mais on en parlera lors de l'exposé. C'est des réseaux qui la suivront à Béziers, Narbonne, si je me souviens bien, et de retour en Alsace. Et on trouvera à Béziers un certain monsieur Pierre, qui va être la cheville ouvrière de ce harcèlement à but de tuer. Alors, là, ce monsieur Pierre est une deuxième personnalité très intéressante sur laquelle on se penchera parce que ça montre bien l'interpénétration de milieux, on va dire philosophiques, avec des milieux du banditisme, mais également à un moment des milieux des flics, comme d'habitude, de la magistrature, comme d'habitude, et très probablement, compte tenu du matériel utilisé, de militaires. Donc on voit que ce petit monsieur va donner des gages, et nous discuterons de la nature de ces gages, à ce réseau dans lequel monsieur Pierre de Béziers est l'élément central, et que ce monsieur Pierre a un réseautage terrible, y compris jusque chez les militaires et les flics et les magistrats en Alsace, donc de l'autre côté de la France. Donc Pia nous donne ici un exemple tout à fait particulier de ce mix de réseautage local, on va dire civil, et de réseau de type militaire. Voilà, Pia, j'ai résumé à gros traits, peut-être avec maladresse, votre biographie. Est-ce que vous voyez des corrections à apporter à ce que j'ai dit? Non, je trouve que vous l'avez très très bien décrit et puis c'est tout à fait c'est ce qu'il fallait dire. Bien. C'est bien. Alors, Ouais. je pense que ce qui va intéresser nos auditeurs, je dirais, ce sont les méthodes, le matériel et méthode, comme on dit quand on fait un article scientifique, on utilise matériel et méthode. Mhm. Alors,
On va revenir sur la personnalité de cet individu avec lequel vous avez entretenu une relation de 2011 à 2014. Vous pouvez un petit peu nous le décrire rapidement, parce qu'on aura vite le profil d'un manipulateur pervers narcissique. C'était une personne plutôt simple, mais un artiste peintre quand même qui faisait des très, très beaux tableaux, ce qui a éveillé comment dire, ma curiosité. Et cette personne, comme nous ne nous voyons pas régulièrement, mais seulement une semaine par-ci, une semaine par-là, nous n'avions pas vraiment le temps de nous connaître véritablement. Et donc, petit à petit, j'ai appris quand même à cerner la personne. Et quand nous ne nous voyions pas, il m'écrivait toujours beaucoup des très belles lettres, très poétiques, mais quand nous nous voyons, en fait, la véritable vie était très conflictuelle. C'était quelqu'un qui m'espionnait, qui était très soupçonneux. On se disputait souvent pour des broutilles et euh, c'était aussi quelqu'un qui fumait beaucoup de cannabis, hein. Et donc, petit à petit, je me rendais compte que vraiment, malgré les beaux tableaux qu'il peignait, c'était une personne plutôt invivable C'est ça. et que je devais m'en séparer rapidement. Alors, euh, puisque vous ne l'avez pas trop connu intimement, mais que, bon, par exemple, il fume du cannabis, vous avez l'impression que ces fumettes de cannabis étaient là pour recouvrir chez lui, un peu à l'instar de son travail d'artiste peintre, un, un ou plusieurs traumatismes très profonds. Oh oui, c'est tout à fait. Je pense que c'est un traumatisme par rapport à sa relation à sa mère. Et finalement, je pense qu'il m'a toujours plutôt pris pour sa mère. C'est pour cela qu'il n'a jamais vraiment réussi à comprendre pourquoi j'ai voulu me séparer de lui. Euh, et je pense qu'effectivement, oui, le fait de fumer du cannabis, comment dire, nécessaire chez lui. Il pouvait pas, comment dire, s'en défaire. C'est important parce que il ne faut pas peindre des harceleurs un tableau en blanc et noir, parce que, comme l'a très bien décrit Niki, les harceleurs sont eux-mêmes souvent des victimes. Et bon, il Oui. semble bien que chez ce monsieur, il y ait de très gros traumatismes. Alors bon, on va pas non plus épiloguer sur sa psychanalyse, mais ça sera important pour la suite parce que ça permettra de comprendre le caractère irrationnel de sa démarche, faite à la fois de fusion et de haine. Oui, tout à fait. Fusion et haine, c'est tout à fait ce sont les bons mots qu'il faut employer. Oui, Voilà. Donc, ce monsieur, vous allez le quitter en 2014, mais lui, il va pas vous quitter, hein. Il va quand même toujours vous surveiller. De loin, mais il va vous surveiller. oui, tout à fait. Et vous allez vous en Je, rendre comment? oui, j'avais donc une relation après lui et dès que je me suis séparée de ce monsieur, il m'a de nouveau recontacté, ainsi de suite. Quand j'avais déménagé après dans le sud de la France, à Narbonne, il m'a contacté à Narbonne. Quand j'étais à Béziers, il m'a de nouveau retrouvé dans le parc à Béziers. Donc, il est constamment à me surveiller, C'est ça. à m'espionner. Donc, nous arrivons de 14 à 19, cette période de transition, parce qu'en 19, il va y avoir quand même une bascule assez importante. Vous avez l'impression qu'il avait encore l'espoir de vous, entre guillemets, récupérer entre 2014 et 2019, et qu'après 2019, quand il a compris qu'il ne pourrait pas vous récupérer, il va changer de méthode. Moi, j'avais toujours l'impression que quelque part, il pensait toujours pouvoir me récupérer. C'est ça. Mais enfin, en 2019, il s'aperçoit qu'il ne le pourra pas. Oui, parce que non seulement ce n'était pas que la relation vers moi, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfant
Et comme moi, j'ai deux enfants, il a toujours, je pourrais dire, engrainé euh, mes enfants. Donc, plus ou moins, il les a obligés à, comment dire, à l'écouter, à lui parler, à avoir une relation avec lui, ce qu'il ne voulait pas forcément. Et la dernière fois, quand je l'ai donc euh, quand nous avions parlé, lui et moi, j'étais à ce moment-là à Narbonne, j'ai appris quelques jours après qu'il avait de nouveau repris contact avec mon fils, ce que je lui avais formellement interdit, puisque c'est lui qui a incité mon fils à prendre du cannabis. Et donc, je lui avais dit à ce moment-là que je ne voulais plus jamais revoir. Ah, d'accord. Donc Et là, il y a un moment de bascule. Il sait que maintenant, vous en avez assez et qu'il ne va pas vous récupérer. C'est très important parce que ce qu'il va faire, et ça, bon, nous l'avons, nous déduisons, mais ça paraît assez rationnel, c'est qu'il va vous le mettre entre les mains d'un réseau à Béziers. Et alors, ce réseau à Béziers, d'abord, il y a ce curieux balai de de l'agence immobilière. Les agences immobilières reviennent régulièrement chez les victimes parce qu'on sent bien que les agences immobilières, comme les flics aussi, sont de mèche avec les harceleurs. Racontez-nous un tout petit peu oui, on vous le donne, puis on vous le donne pas, puis on vous le donne quand même. oui, donc j'avais visité un très joli studio à Béziers, dans une très belle maison haussmannienne, entièrement rénovée, et avec des beaux matériaux, pas très chers non plus. Et donc j'étais aussitôt, comment dire, intéressée de vouloir prendre ce studio. Et donc j'avais complété les papiers, mon dossier pour pouvoir l'obtenir. Et finalement, on m'avait dit que je ne faisais pas vraiment l'affaire ou on faisait traîner les choses alors que moi je voulais absolument déménager. Et donc j'ai trouvé un autre logement pour lequel j'étais juste en train de signer le bail quand on m'a contacté de nouveau pour ce logement dans ce beau studio, dans cette maison haussmannienne, pour me dire que finalement, je pourrais l'obtenir. Alors, on va s'arrêter, Et petite pause. Donc, on voit bien la liaison avec les agences immobilières qui, maintenant, votre manipulateur a décidé de vous liquider. Bon, il va faire activer des réseaux parce qu'il a des réseaux. C'est pas lui, petit gardien de musée et petit artiste peintre, qui peut faire tout ça. Mais il va donc déclencher un réseau. Et on commence par l'agence immobilière qui ne sait pas au départ que vous êtes une victime choisie par le réseau, mais qui va le savoir. Et c'est pourquoi il y a ce mouvement de bascule. On veut pas de vous, puis après, on leur fait savoir à l'agence immobilière, si, 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 c'est le lapin qu'on veut coincer. Et donc, on vous rappelle. oui, tout à fait. C'est comme cela que ça s'est passé, oui. Donc, on vous met dans ce bel appartement, et alors, dans cet appartement, vous allez vous trouver dans un complexe immobilier où va apparaître le personnage central, je dirais la main qui exécute, un certain monsieur, on l'appellera monsieur Pierre, qui se reconnaîtra aussi, qui fait partie qui est un monsieur violent et dont le papa et maman tiennent une entreprise électrique, d'électricité. Donc des gens bien installés. Et c'est important puisque là, on commence à sentir le réseautage. Alors, je vais venir avec mon rituel habituel, c'est le cas de le dire, maçonnique, parce qu'on sent bien qu'on va avoir là des entreprises maçonnisées. Seul lien d'explication entre ce petit gardien de musée, mais qui est quand même un artiste peintre de qualité, ça peut intéresser les maçons, et ses réseaux. Mais c'est un réseau qui va se montrer très rapidement dangereux à votre égard. Et ce monsieur Pierre, décrivez-nous un peu l'environnement et ce personnage. Donc, ce monsieur Pierre, il habite d'abord avec une autre jeune femme de son âge dans le logement en dessous du mien. Et très vite, je m'aperçois qu'il mène une sorte de provocation envers tous les autres locataires
en générant des bruits. Il fait émaner des gaz et donc je ne suis pas la seule à être harcelée. Tous les autres locataires le sont également. Et donc, il nous réveille, par exemple, le samedi ou le dimanche matin très tôt pour vraiment gâcher le week-end aux gens, aux gens qui travaillent. Et donc, pendant un an, il fait une sorte de terrorisme pervers, constant. Tous les autres locataires, dont moi, se sont complètement excédés de devoir supporter constamment ces bruits, ces gaz, ces harcèlements. Ils bloquent les portes, on n'arrive pas à entrer, on n'arrive pas à sortir de la cour, etc. Il brutalise sa femme, la police vient la chercher. Il y a eu deux agressions dans la cage d'escalier, donc il brutalise aussi des personnes, des colocataires qu'il avait essayé de trouver pour remplacer donc la jeune compagne qu'il avait. Et finalement, tous les locataires, dont moi, se sont réunis pour monter une pétition afin de trouver une solution à faire partir cette personne du C'est ça. bâtiment. Alors, bon, là, on a un profil d'un deuxième manipulateur pervers narcissique. C'est pas étonnant, hein. Pas étonnant du tout. Un jeune homme dont les parents visiblement ont le bras long, puisque malgré ses exactions, sa violence, il bénéficie d'une évidente impunité de la part des autorités locales. Tout à fait. Donc, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Donc, ce qui renforce encore pour moi l'idée que les parents de ce monsieur Pierre sont bien introduits dans les milieux maçonniques avec des relations avec les flics. Bon, je rappelle encore une fois que selon l'étude de Sophie Coignard, un commissaire de police sur trois est franc-maçon et un commissaire divisionnaire sur deux est franc-maçon. Donc là, la flicaille est complètement infectée de maçonnerie. Tout ça est intéressant. Donc, ce monsieur a l'impunité, mais enfin quand même, il va devoir un peu faire profil bas, un tout petit peu. Mais vous allez nous l'expliquer. C'est-à-dire à profil bas, dans quel Ça veut dire sens qu'il va se faire un peu plus discret, mais vous allez voir qu'il est toujours là. Ah oui, donc la pétition devrait donc être signée. Tous les locataires se sont réunis et c'est à ce moment-là que les parents de Pierre, Monsieur Pierre, interviennent et disent nous allons prendre notre fils chez nous. Donc plus de pétition, pas de signature. Pierre apparemment a déménagé chez ses parents. Seulement moi qui habite juste au-dessus de lui, donc dans son logement. Je l'entends tous les jours, donc il cherche son courrier, il se cache, il fait aucun bruit, pas de bruit du tout, et il essaye quand même de trouver discrètement un autre locataire, un colocataire, qui sera donc petite entreprise, un petit entrepreneur d'une entreprise d'électricité à nouveau et qui apparemment maintenant prend le logement à sa place finalement. Tous les autres locataires qui travaillent et qui habitent moins proche de son logement à lui ne se rendent compte de rien. Et comme j'habite juste au-dessus, je l'entends. Il sait que je sais que qu'il est là. Donc, il devient, comment dire, agressif envers moi et continue donc ce harcèlement qui devient à ce moment-là électromagnétique. C'est ça. Mais alors, à ce Donc, moment-là, nous franchissons une étape. C'est-à-dire que on voit bien hein, le manipulateur pervers narcissique. Bon, on pourrait aussi gratter un peu sur sa biographie. Les parents sont peut-être pas aussi propres sur eux qu'on ne l'imagine à Béziers, hein. Bon, on laissera l'imagination de nos auditeurs fonctionner là-dessus, parce qu'on sent bien une personnalité quand même assez starbée. Mais cette agression générale, cette agressivité qu'il a, elle va se focaliser sur vous, et vous seul, et d'une manière oui, différente, puisque
Oui, Vous tout à avez fait. évoqué le mot d'arme à énergie dirigée, mais je vous laisse continuer là. Oui, je pense que vous avez bien raison. En fait, il peut plus se prendre maintenant aux autres locataires puisque normalement, il est censé de ne plus être là. Et il sait que moi je suis, il sait que moi je sais qu'il est là et donc que son agressivité se dirige vers moi. Et il utilise donc des ondes, des projections d'ondes électromagnétiques, ce que j'ai pu constater en achetant un détecteur d'ondes électromagnétiques. Donc je peux prouver, j'ai pu enregistrer des vidéos prouvant que de la puissance de ces ondes. Ça devient si violent que donc je peux plus séjourner dans le logement. Toute la journée, en fait, je suis contrainte de rester à l'extérieur. La nuit également, je ne peux plus dormir chez moi, donc j'essaye de trouver un peu de repos dans ma voiture. La nuit, je me stationne à Béziers, mais très vite, je suis repérée, retrouvée. Euh, on me fixe un dispositif sur la voiture pour pouvoir me localiser plus rapidement et je ne peux plus non plus trop dormir dans la voiture. Même une nuit, on m'envoie une personne qui, je pense, devait être un tueur puisque la personne une voiture l'a amené en bas de la rue. Je vois la personne monter vers ma voiture à moi. Elle essaye d'ouvrir la porte de ma voiture. Heureusement, je suis à la banquette à l'arrière de la voiture. J'ai réussi à entrer, à passer entre les deux sièges sans devoir sortir par la voiture et j'ai réussi de justesse à m'enfuir. J'ai même entendu des voitures me chercher, mais j'ai trouvé un petit endroit pour me cacher. Et je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore le dispositif sur ma voiture, ce qui fait qu'ils ne m'ont pas trouvé cette nuit-là. Alors, Mais à tiens, on partir peut de... s'arrêter ici parce que là, je pense que les auditeurs ont compris qu'on avait vraiment changé de braquet. Bon, on a affaire vraiment à du harcèlement en réseau organisé par ce monsieur Pierre. Il est difficile de ne pas faire le lien entre ce monsieur Pierre et votre relation toxique précédente. Je pense que ces gens sont en rapport. Qu'est-ce que vous en pensez? euh, j'avais toujours l'impression que c'était le cas. Je réfléchissais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela. Et j'ai pensé que effectivement que ce, cette personne que j'ai connue de Marseille, qui m'a toujours espionnée, recherchée et essayé de me retrouver, pouvait effectivement être en lien avec cette personne euh, d'une façon ou d'une autre, une vengeance pour me faire du mal. Alors, on va s'arrêter ici puisque vous mettez un lien entre les deux. Il doit y avoir une logique dans ce lien. Euh, je répète, petit gardien de musée et artiste peintre d'un côté à Marseille et de l'autre côté, fils de notable à Béziers. J'ai donné mon avis sur la liaison entre les deux. Je ne peux pas concevoir, et vous me donnerez bien entendu votre avis, que cette première relation toxique et ce monsieur Pierre, la première relation toxique donc marseillaise, a dû payer d'une certaine façon votre harcèlement parce qu'on ne peut pas comprendre euh, qu'on mette des moyens pareils, techniques et humains, et y compris des tentatives d'homicide, s'il n'y a pas eu de la part de ce gardien de musée, artiste peintre marseillais, un prix payé d'une nature ou d'une autre. Or, je ne vois pas qu'il ait pu payer en argent un réseau de tueurs attachés à vos basques. Il a donc payé en une autre monnaie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai toujours réfléchi aussi à cette histoire-là. Pourquoi est-ce qu'ils auraient, quel est qu'est-ce qui les lie, pourquoi est-ce qu'ils ont, est-ce que ce Pierre
a pris le relais par rapport à ce monsieur de Marseille. Euh, je pense déjà que ce monsieur de Marseille, comment dire, lui aussi, il aimait hacker mon ordinateur. Mon ordinateur était hacké par Pierre. Peut-être qu'ils se sont même rencontrés via les réseaux sociaux sur, comment dire, à mon sujet, et que là, c'était une sorte d'instigation, de vengeance à mon égard. Euh, Effectivement, je pense pas que ce monsieur de Marseille, ce n'était pas quelqu'un de très fortuné, donc il doit effectivement y avoir une autre motivation. Hmm. Quand vous parlez de réseaux sociaux, bon, je ne vais pas revenir dessus. Non, pour moi, il y a effectivement un réseau social, mais qui est celui que j'ai décrit tout à l'heure. Euh, bon, je sais qu'en maçonnerie, ils aiment bien prendre des personnalités un peu spéciales, et je pense que le fait d'être artiste peintre doit les valoriser. Donc, j'ai toute raison de penser que papa, maman, entreprise électrique à Béziers et l'artiste peintre marseillais se connaissent par les réseaux maçonniques. Mais il y a eu un prix à payer parce que on ne déploie pas des moyens pareils à Béziers et une telle rage à vous tuer sans que c'est une signification, je dirais, symbolique. Oui, je pense bien qu'il s'agit de rage. C'est un acharnement, oui. J'ai toujours eu l'impression de cela, oui. Et donc, il va déclencher le réseau Pierre. Vous allez errer quand même un peu à Béziers. Vous allez vous trouver dans une autre colocation où ça sera encore pire en matière d'armes à énergie dirigée. Et puis, vous allez revenir en Alsace. Et vous pouvez nous raconter un petit peu donc le retour vers l'Alsace? Oui. Donc, On est en j'ai essayé, 2024, hein, là, on est en 2024. oui. Donc, j'ai essayé de rester encore à Béziers puisque moi, j'étais à Béziers pour m'occuper de mon fils. C'était ça, ma mission. Maintenant, j'étais vraiment près de la mort. Avec ce qui m'arrivait, je tenais à peine debout. Je me promenais vraiment comme un zombie dans toute la journée à l'extérieur. La nuit, je ne pouvais pas dormir chez moi. J'étais vraiment à deux doigts d'un AVC. En même temps, je travaillais encore partiellement à côté de ma retraite pour augmenter un peu mon revenu. Et compte tenu du fait que j'étais tellement mal, j'étais vraiment que je ne tenais à peine encore debout. Je me suis dit, de toute façon, dans cet état-là, je ne peux plus faire quoi que ce soit pour mon fils. Mieux vaut que je me sauve en Alsace, parce que j'ai habité en Alsace pendant très longtemps. Et cette région me paraît plus, comment dire, les gens sont plus, il y a moins de corruption, les gens sont plus, comment dire, attentionnés en général. Ce n'est pas une grande ville dans laquelle j'habite et je me suis dit, je voudrais plutôt, si déjà je dois mourir, je préfère mourir en Alsace où j'ai quand même des connaissances. D'accord. Mais il va vous arriver, c'est important pour nos auditeurs, le même balai immobilier qui vous était arrivé à Béziers. Tout à fait. Donc, je veux déménager rapidement. J'ai déjà donné la résiliation dans la maison dans laquelle j'habitais en colocation. Je dois me presser de trouver autre chose. Donc, il y a deux logements qui se présentent à moi. Donc, je pose la candidature pour un logement dans la ville dans laquelle je voulais habiter. Et il y a un autre logement encore. Donc pour le premier logement, on me le fait visiter. Donc je viens dans cette ville, je visite le logement, il me convient. Euh, je, J'envoie mon profil afin qu'il soit accepté. Et c'est là qu'on me dit que je suis pas tout à fait la personne qui voit, qui est prévue pour le logement. Donc, j'ai un autre logement encore en vue. Donc, j'ai cet autre logement pour lequel j'envoie de nouveau ma candidature. Et tout d'un coup, on me dit non, la personne, donc pour le premier logement, l'autre personne qui s'était trouvée
trouvé pour ce logement assez désisté, on va bien pouvoir vous attribuer ce logement-là. Voilà, donc Oui, même chose qu'à Béziers, donc on voit l'implication des agences immobilières dans la truanderie, ce qui n'est pas étonnant, il y a plusieurs victimes qui le rapportent, et donc vous allez vous retrouver maintenant dans un appartement où on vous a bien entendu, on vous attend. Et là, vous allez nous oui, c'était ça. expliquer que en matière d'armes à énergie dirigée, on va encore passer à la vitesse supérieure, et on essaiera de comprendre pourquoi. Donc, je vois déjà qu'on m'attend parce qu'il y a eu des travaux avant dans le logement. Je n'ai pas pu entrer de suite, donc il y a eu des travaux, ce que je trouvais déjà très suspect. Le premier jour donc de l'état des lieux, je vois que la porte d'entrée du bâtiment a été fracassée par un coup de pied, ce qui me rappelle les deux autres fois où chaque fois j'ai aménagé dans un logement, la porte aussi avait été marquée. Ensuite, l'agent immobilier m'amène donc dans ce logement. Là, le compteur d'eau apparemment ne peut pas être lu. Le compteur Linky, comment dire, on ne voit pas l'affichage. Les clés, sur les trois paires de clés, seule une paire de clés fonctionne. Donc les autres paires de clés ne sont pas adaptées à ce logement. Et dès le premier jour de l'entrée dans le logement, je sens qu'il y a des ondes électromagnétiques. Donc d'abord, ce n'est pas trop fort, ça vient petit à petit, mais je sais qu'ils sont de nouveau là. Et par la suite, je sens que c'est la personne c'est Pierre qui m'a suivi donc dans cette ville-là, en Alsace. Euh, en, En plus, je le croise donc trois fois dans le quartier de ma ville, donc tout près du logement. Donc lui, il est là aussi. Et c'est le logement au-dessus du mien qui est donc impliqué. Donc les ondes électromagnétiques sont de plus en plus fortes. J'essaie de me protéger comme je peux. Euh, J'essaie de même, m'enfuis de nouveau la nuit puisque à l'époque, je ne savais pas encore comment faire autrement. Il y a des moments où les ondes étaient tellement importantes, tellement fortes que je ne pouvais même plus rester dans le logement. Donc, j'ai relevé avec mon détecteur d'ondes dans mon logement entre 70 et 400 volts. Donc, quand c'était vraiment trop fort, c'était tout simplement impossible de rester dans ce logement. Donc, je devais sortir. Souvent, c'était la nuit. Alors, il m'est arrivé aussi de dormir dans ma ville. J'ai cherché des endroits où pouvoir m'abriter ou dormir, donc en pleine ville, où on m'a pourtant suivi aussi. Donc, même là, on m'a retrouvé. Une autre fois, je me suis cachée sous la cage d'escalier où on m'a suivi et aussi dans le local à poubelle, etc. Donc, je ne pouvais absolument pas plus rester la nuit dans mon logement. Euh, Il semble quand même bien, permettez-moi de vous interrompre, que vous êtes victime d'une forme ou l'autre de puçage, parce que vous retrouvez comme ça si facilement. oui, je me suis toujours dit, il doit y avoir un problème Ouais, parce que ouais. même si j'enlevais la batterie de mon téléphone, on me retrouvait. Je pense il y a de ça. Alors maintenant, la batterie de téléphone, c'est peut-être pas suffisant. Peut-être un jour faire ça sans téléphone, mais euh, il, il- il est clair que c'est un traquage très serré. Et alors, vous m'avez dit également que les harceleurs sont pour la plupart de jeunes hommes. Oui, c'est ce que j'ai observé moi. Donc déjà à Béziers, c'était toujours des jeunes hommes. Ça devait être un réseau à Béziers parce que ils étaient parfois appelés. Euh, je les voyais dehors dans la rue. Ils arrivaient la nuit. Et c'était déjà des jeunes hommes. Après, ici, en Alsace, déjà la personne qui habite, donc le propriétaire du logement qui se trouve au-dessus du mien, est un jeune homme. Il y a d'autres jeunes hommes que j'observe aussi dans ce bâtiment, donc actuellement
dans lequel j'habite, ce sont toujours des jeunes hommes qui sont là toute la journée, tous les jours. Et je me demande bien de quoi ils peuvent vivre. Et parfois, donc j'essayais au début, j'essayais toujours de savoir qui est impliqué dans ce harcèlement. Donc j'observais dans la cage d'escalier, j'essayais de comprendre qui ça pouvait être. Et ce sont effectivement que des hommes plutôt jeunes, mais il y a aussi des hommes plus âgés, mais majoritairement des jeunes hommes. Oui, Et tout à tout, fait. le tout organisé par ce fameux monsieur Pierre qui vous a suivi de Béziers, Je dirais que c'est l'opérateur. Après, l'opérateur. qui vraiment les commanditaires, je ne sais pas. Le commanditaire, on sait, ça, c'est le premier, c'était votre premier amant, si j'ose dire. Mais Oui, le Pierre est l'exécuteur des basses œuvres. oui, Euh, voilà. Seulement, ce que vous allez voir apparaître, c'est un matériel, on va dire, déjà que Pierre à Béziers ait du matériel de type arme à énergie dirigée, c'est déjà quand même pas classique. Donc, qui le lui avait mis en main? Bon, ok, des réseaux dark web, je veux bien. Seulement, le matériel que vous allez voir apparaître en Alsace, surtout en face de chez vous, ne peut pas être d'autre chose que de nature militaire. Oui, donc dans mon logement, j'ai pu observer, ils introduisent non, j'entends des générateurs d'ondes au-dessus de moi, je les entends. C'est pour ça que je me suis dit au début, comment les voisins font-ils de ne pas réagir avec le bruit que cela génère? Mais donc c'est pour ça que je me suis dit, ils doivent être payés pour, pour cela aussi, eux. Donc j'entends ces générateurs d'ondes et j'en ai même vu. Donc chaque fois que j'arrive à me protéger d'un générateur d'ondes, un autre générateur d'ondes est commandé, plus grand et plus puissant. Euh, Sinon, ils introduisent dans les murs en béton et placo-plâtre, donc les murs sont creux entre les deux parois, ils introduisent des dispositifs qui sont reliés au générateur d'ondes. Euh, Autrement, ils creusent dans leur sol, c'est-à-dire dans mon plafond. Ils creusent pour y introduire des dispositifs qui vont qui vont se mettre en contact par induction avec les câbles qui se trouvent dans le sol, des câbles électriques qui se trouvent dans le sol de mon logement. Et c'est comme ça qu'une fois que j'avais compris cela, j'ai pu commencer à me protéger plus ou moins. Euh, Mais vous m'avez dit qu'il y avait aussi, de l'autre côté de la rue, un radar qui avait été mis en place et par une dame, cette fois-ci, qui avait dû d'ailleurs transporter le matériel sur un diable, tellement c'était lourd. Oui, donc il y avait ça c'était donc le générateur d'ondes que j'ai pu observer la voisine du même étage chercher avec un diable le générateur d'ondes. J'ai toujours entendu ce bruit métallique au-dessus de moi dans ce logement. Je l'entends dans l'ascenseur et dans la cage d'escalier. Donc je sors, je regarde et je vois effectivement cette voisine avec son diable. Elle a ce que moi je pense que c'était ce générateur d'ondes puisque j'ai toujours entendu ce bruit métallique. Et elle dit, ah ben, je pense qu'avec cela, elle va se taire, quelque chose dans ce style-là. Elle referme la porte. Par ailleurs, ils ont toujours essayé de, de passer par les coffres de mes stores. Donc, j'ai deux stores. Les coffres joignent donc sont euh, à mon plafond et joignent leur sol. Donc ils creusent dans leur sol et creusent dans les stores, dans les coffres des stores. Donc j'ai entendu des scies métalliques et je les entends poser des dispositifs une fois la nuit arrivée pour réceptionner la puissance électrique qui vient d'un radar qui est installé dans la maison en face et dont je prends des photos tous les jours et que j'ai pu observer. Alors, je pense que nous allons tout doucement arriver à la fin de l'enregistrement. On voit le déploiement de forces dont le but est malheureusement clair, c'est de vous tuer. Alors, on essaie de remettre hein, on dit en anglais to connect the dots, hein, connecter les points.
Vous avez un manipulateur pervers narcissique marseillais, gardien de musée. Vous avez le fils de Patricien de Béziers. Ils sont reliés par ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il me paraît clair que le Marseillais a, on va dire, de manière générale, vendu son âme au diable à un réseau sectaire très probablement sataniste, en cheville avec du militaire, au moins en Alsace. Et d'ailleurs, pour terminer, je pense que les auditeurs doivent se poser la question, mais pourquoi n'est-elle jamais allée voir les flics? Mais racontez-nous un peu la visite des flics en Alsace. C'est du classique aussi, évidemment. Donc, j'étais déjà voir aussi la police à Béziers qui n'a tout simplement pas voulu prendre ma déposition. J'avais déjà porté plainte auprès du procureur de la République à Béziers, ce qui n'a rien donné non plus. Donc, je suis venue en Alsace au mois de mai, début mai. En fin juin déjà, les ondes étaient tellement fortes que je ne voyais vraiment plus d'autres possibilités que de porter plainte parce que je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire autrement, je vais mourir. Et je suis donc allée auprès de la commissaire de police de ma ville et là, d'abord, on a dit non, vous vous imaginez cela, ça n'existe pas. Alors j'ai insisté, j'ai vraiment insisté. J'ai dit non, maintenant vous allez prendre ma déposition, vous êtes obligé de la prendre. Effectivement, la déposition finalement a été enregistrée, mais aucune enquête ne s'en est suivie. Euh, Mois de novembre, de l'année dernière, j'ai donc porté plainte auprès du procureur de la République, mais à ce jour, j'attends toujours une réponse. Je crains que vous n'attendiez encore. Alors, je vais vous dire très, très franchement, nous l'avons dit en off, on ne peut que craindre pour votre vie, parce que c'est quand même le but. Ici, il est clair que vous n'êtes pas un objet d'expérience, c'est-à-dire que vous n'avez pas de voix dans la tête, vous n'avez pas de rêve induit, vous n'avez pas de psychotronie, c'est vraiment de l'énergie brutale destinée à vous torturer et à vous pousser Oui, soit au suicide, soit à vous tuer parce que directement. j'ai un petit comme cela, ouais, tout Oui. à fait. Alors bon, qui a organisé ça? Ben, je pense que c'est le Marseillais. Et donc j'invite toutes les dames à faire attention aux artistes peintres gardiens de musée, surtout quand ils sont à Marseille, parce qu'ils ont évidemment des réseaux obscurs à travers toute la France, puisqu'il y a un réseau à Béziers et il y a un réseau dans la ville d'Alsace dans laquelle vous êtes. Il a dû payer un prix. Je vous ai donné mon idée sur le prix. Je pense que vous êtes euh, la personne pour laquelle il a vendu son âme au diable en contrepartie du fait qu'on vous tue de cette manière-là. C'est Oui. terrible à dire. Je pense que ce monsieur à Marseille maintenant n'a plus rien à refuser au réseau, plus rien du tout, et que ça donne quand même froid dans le dos. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez terminer, rajouter un mot avant qu'on se quitte. Ben, déjà, je voulais vraiment, je vais vous remercier pour avoir pris ce témoignage. Ce que je voulais, c'est faire connaître les pratiques barbares qui peuvent comment dire, se déchaîner sur des pauvres citoyens. Et effectivement, je vis dans la peur. Je sens que effectivement, il s'agit d'un meurtre prémédité. Et je me dis que je préfère encore témoigner plutôt euh, que cela ne se sache pas et peut-être voilà, que d'autres personnes en prennent connaissance et puissent se joindre aussi à... Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se font harceler sans même le savoir ou qui n'osent pas, ou qui n'ont pas les moyens ou le courage de le faire savoir. Et je pense que la meilleure façon, c'est de, de faire, comment dire, de connaître au public de ce qui se passe. En tout cas, je salue votre courage. J'en profite pour saluer également Hélène Pélos, mon ami Fabrice,
Régis et Nicole et encore tant d'autres que j'ai interviewés et auxquels je pense souvent, plus des victimes outre-mer, parce que c'est important qu'ils sachent que, bon, que s'ils ont témoigné, ce n'est pas pour autant que je les ai, à titre personnel, oubliés. J'en profite pour redire une fois de plus mon admiration, mon affection et mon amour pour ma femme, d'accepter les risques que je prends à titre personnel, mais qui évidemment se diffusent. Euh, et je pense que ce que vous dites rejoint cette volonté que nous avons tous ici. C'est-à-dire que mourir pour mourir, nous allons nous mourir debout et pas mourir à genoux. Eh bien, Pia, je vous remercie de votre courage et de votre témoignage. Oui, merci beaucoup. Merci à tous.